Alors, je lance donc. Alors, pour travailler, j'ai besoin de la ligne de commande. C'est grâce à la ligne de commande que je vais compiler et exécuter. Et pour ce faire, donc, vous avez juste à venir là et vous tapez CMD. Sinon, bouton droit sur le Windows, sur le bouton de démarrage Windows, vous mettez un bouton droit et vous lancez invite de commande. Voici l'invite de commande. L'invite de commande, c'est quoi? C'est cette fenêtre. Ça permet de recevoir mes commandes. Alors regardez, ce que je vais faire, je vais basculer vers mon dossier de travail. Mon dossier de travail, moi, je l'ai fait dans le disque D. Vous aussi, vous pouvez faire pareil. Si vous avez 2 disques, on préfère garder le disque C et travailler dans le disque D. Dis-moi le disque qui porte le système, il faut le laisser tranquille. Il ne faut pas créer des documents dessus. Cela doit être planifié dès le départ. Dès le départ, il faut partager votre disque en 2 partitions. À vrai dire, je n'ai qu'un seul disque, mais vous pouvez créer des disques logiques. C'est ce qu'on appelle la partition principale. Souvent, on la laisse pour le système. C'est clair? Et puis, les documents qu'on va créer, on les met dans d'autres disques logiques. D, E, F, etc. Alors, j'ai aussi créé un dossier à l'intérieur que j'ai appelé EMG, première GC. Donc, je suis rentré dans votre dossier de travail. Et puis, je pense, un dossier qui s'appelle POO, je pense. Voilà. Ça, c'est juste pour l'organisation. Je vais donc créer un dossier que je vais appeler TP2, parce que ça, c'est mon deuxième TP. Donc, par make directory TP2. Et puis, je vais rentrer dans TP2. Ce que je viens de faire à partir de la console, j'aurais dû le faire directement dans Windows. Ça veut dire, j'ouvre l'explorateur Windows, je rentre dans mon dossier et je vais cliquer sur MG, sur ce dossier, ensuite sur POO, et je vais trouver le dossier que je viens de créer. Et si vous voulez le créer directement à partir de là, vous n'avez qu'à cliquer sur Nouveau dossier. Donc, au lieu de faire ce que je viens de faire sur la console, vous pouvez le faire en mode interactif, en mode graphique si vous voulez. Alors, maintenant je vais lancer Sublime. En fait, moi, j'ai déjà placé l'adresse de Sublime, je l'ai déjà placée dans le path, dans la variable path. La variable path est une variable environnement qui contient les chemins, comme son nom l'indique, path c'est chemin, qui contient les chemins de mes applications. Alors, par exemple, si je veux lancer Sublime, je n'ai qu'à mettre sub L. Sublime, c'est une contraction. Ça, c'est le nom du programme. Donc, en lançant ce programme-là, je lance Sublime. En tout cas, vous avez la possibilité de le lancer en ligne de commande. Mais sinon, vous pouvez le chercher là, en mettant Sublime. Et vous allez le voir et vous l'exécutez. Dans tous les cas, vous allez réussir à exécuter votre Sublime si vous l'avez. Si vous l'avez pas, si vous n'avez pas Sublime, vous pouvez toujours faire Notepad. Notepad. La seule différence, Mardish Bellina la couleur, tout simplement. Je pourrais écrire là. Mais on préfère toujours un éditeur syntaxique. Sublime. Alors, vous allez constater que ici dans Sublime, c'est un intérêt qu'on n'a pas dans Bloc-Notes. C'est qu'il y a déjà des dossiers à l'intérieur. Les dossiers que j'ai rajoutés dans Sublime, parmi lesquels on trouve bien votre dossier. Le dossier, je vais agrandir pour vous permettre d'observer mieux. لاحظوا مزيان راه عندنا هنايا واحد لو دوسيي سميتو EMG première GC. Donc en entrant dans le dossier, je vais trouver PO. En entrant encore, je vais trouver TP2. Il est encore vide. Alors, je veux créer un fichier dans ce dossier-là. Je mets bouton droit et je mets New File. Automatiquement, le fichier va être enregistré dans ce dossier. Alors, mais pour bénéficier de la syntaxe, de l'écriture syntaxique, il faut que je lui donne l'extension. Donc, avant même d'écrire, avant de commencer à écrire, il faut l'enregistrer. Parce que lui, Sublime, il reconnaît le type du langage en fonction de l'extension. Si vous mettez .c, il va colorier en fonction de la syntaxe C. Si vous mettez .java, il va colorier en fonction de la syntaxe Java. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je suis obligé de sauvegarder, comme ça, je lui donne son type.
et ça permet à Sublime de le reconnaître. Regardez, je mets CTRL S pour sauvegarder. Il suffit juste de mettre CTRL S. Et comme je l'ai ajouté dans le dossier TP2, regardez, il me demande de l'enregistrer dans TP2. Vous voyez, je suis bien dans mon dossier de travail. Je vais juste lui donner un nom. Ben, on a dit on veut créer la classe étoile. Étoile. Je lui donne l'extension .java. Attention, quand vous voulez créer un code source Java, n'oubliez jamais de donner l'extension .java. Pour que ça tienne lieu, il faut bien s'assurer que dans le type, vous avez all files. C'est qu'on est comme all files. Il a qu'un type là, autre que all files, ça va être comme .java.txt. On va rajouter l'extension du type que vous avez sélectionné là. Donc, il faut mettre all files. Alors, faites aussi attention, il faut que le nom du fichier, il faut qu'il soit égal au nom de la classe publique. Et moi, je veux faire une seule classe, c'est ma classe étoile. C'est pourquoi j'ai nommé étoile avec un E majuscule. Je valide. Et maintenant, en commençant à écrire, vous allez voir, en mettant par exemple public, eh ben, il le colorie. Vous voyez? Il colorie le mot parce qu'il l'a reconnu. Classe étoile, accolade, ouvrante, accolade fermante. هكذا هذه la syntaxe. هذه أول syntaxe que vous devez tous comprendre. C'est la première syntaxe que tout le monde doit retenir. C'est très simple, comme bonjour. C'est très simple. Pour écrire une classe, souvenez-vous, il faut mettre classe, le nom. Il faut dire est-ce que c'est une classe publique ou pas. Dans le même fichier, vous avez le droit de faire autant de classes que vous voulez, mais une seulement doit être publique. Le nom du fichier doit être le nom de la classe publique. C'est clair? On a les règles. On va toujours les rappeler. Chaque fois que je ferai une nouvelle classe, je vais rappeler ça. Jusqu'à ce que vous allez l'apprendre par cœur. Oui. Étoile, c'est le nom de la classe. Parce que nous voulons, c'est ce qu'on a demandé au niveau de l'exercice. Quel est l'exercice? Qu'est-ce qu'on a demandé? En fait, on a dit, ici, écrire une classe qui s'appelle étoile. C'est clair? Et qui contient la méthode afficher. Alors, allons-y, on va commencer par afficher. Voilà, si on veut afficher un triangle d'étoiles, ou à vrai dire, ce n'est pas une seule étoile, c'est un triangle d'étoiles, un triangle isocèle d'étoiles. Si je veux l'afficher, il me faut la hauteur. Donc, je dois déclarer la hauteur. Ici, on ne veut pas créer de package. On ne veut pas créer de package. Si on veut créer un package, oui, on pourrait le faire. D'accord? Je ne veux pas faire de regroupement parce que tous les exercices que je vous propose aujourd'hui, ils sont autour d'une seule classe. Quand est-ce qu'on crée des packages? Quand on a plusieurs classes à créer. Lorsqu'on arriverait à un exercice où on vous demande de créer à la fois plus qu'une classe, dans ce cas-là, on parlera de package. Le pactage, c'est le groupement, l'emballage. Quand ça, il faut des choses, quand nous dirons par l'emballage. C'est clair? Donc, c'est une technique de regroupement de classes. Aujourd'hui, donc, je ne veux pas travailler avec des packages. Alors, j'agrandis. Exact, ça veut dire combien de lignes. Donc, on pourrait les appeler nombre de lignes au niveau du triangle. Mais sinon, on appellerait hauteur, puisque c'est un triangle. Un triangle. Est-ce qu'il est mon stylo? Je redessine le triangle. C'est un triangle isocèle. Donc, il se caractérise par ce H. Ça aide à l'étoile. Alors, on a une seule étoile, 3 étoiles, 5 étoiles, 7, et ainsi de suite. Ça va continuer comme ça. Le nombre d'étoiles dans chaque ligne, c'est un nombre impair. Donc, ça doit s'écrire 2n plus ou moins 1. 2i moins 1. Sachant que i, c'est le numéro de la ligne. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Alors, allons-y. Donc, je vais mettre int hauteur. Je vais même mettre cette hauteur comme privée. Private. Alors, privé, ça veut dire on n'a pas le droit d'y aller directement en dehors de la classe. On ne peut pas y accéder directement.
علاش on ne peut pas y accéder? La hauteur, il est strictement positive. Il y a une valeur négative. On ne peut pas l'accepter. Donc, si on la met publique, c'est comme si on donne droit à n'importe qui de valoriser cette hauteur. Et qui nous garantirait alors que la valeur est valable, puisque ça doit être positif. Je vais donc faire les constructeurs. Une classe, c'est un ou plusieurs constructeurs. Les constructeurs, ils ont un rôle fondamental. S'il vous plaît, une classe doit contenir un ou plusieurs constructeurs. C'est quoi un constructeur? C'est une méthode spéciale qui a pour but d'initialiser les données des objets une fois créés. Quand je crée un objet, le moyen d'initialiser les données de l'objet créé, c'est de passer par un constructeur. Donc, on doit toujours proposer un constructeur. Si on ne fait aucun, Java fait un constructeur par défaut qui ne fait que initialiser à zéro toutes les données numériques. Et donc, on aura un triangle avec une hauteur nulle. Moi, je ne veux pas de hauteur nulle. Je vais alors proposer un constructeur, s'il vous plaît. Un constructeur, c'est une méthode publique qui n'a pas de type, même pas le void, et qui a le même nom que la classe. Et qui peut avoir un paramètre, zéro paramètre, plusieurs paramètres. Alors, par exemple, si on met zéro paramètre, je n'ai pas précisé quelles sont les données ici de l'étoile que nous voulons faire. C'est la hauteur. Je n'ai pas précisé de valeur. Je suis en train alors de la fixer moi-même en tant que programmeur. Je vais par exemple, quand il est omise, je choisirai de faire 2, par exemple. Par exemple, ça c'est juste un choix. Juste un choix fait par moi, par le programmeur. Alors, je vais proposer un autre public, étoile. Alors, je ne pourrai jamais, dans le cadre d'une classe, faire plusieurs méthodes qui portent le même nom quand ils n'ont pas des signatures différentes. Qu'est-ce qu'on entend par la signature? Le nombre de paramètres et le genre de paramètres. Il faut absolument qu'ils soient de signatures différentes. Donc, comme la première, il n'a pas de paramètres, celui-là, il est censé avoir au moins un paramètre. Justement, c'est ce que je vais appeler la hauteur. Ici, c'est un constructeur qui reçoit la valeur de la hauteur. Qu'est-ce que je vais faire de cette valeur? Je vais la mettre dans l'attribut hauteur. Mais quand même, distinguez bien, d'ailleurs, au niveau coloriage, vous voyez que l'outil a colorié cette avec une couleur et celui-là avec une autre couleur. Ça, c'est l'attribut. C'est un attribut. Ça, c'est un paramètre seulement. Ici, j'ai choisi exprès de leur donner le même nom parce qu'ils ont la même sémantique, le même sens. Il n'y a pas de raison que je ne le nomme pas comme ça. Mais quand même, à l'intérieur, il faut quand même les distinguer parce que vous ne pouvez pas écrire hauteur égale hauteur. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je veux recevoir la valeur du paramètre, je veux la copier dans l'attribut. À l'intérieur, c'est toujours les paramètres, les objets locaux, ils l'emportent sur les objets globaux. Toujours à l'intérieur d'un domaine, on donne la priorité aux êtres au nord, au nord. Moi, je donnerai la priorité à mien, à mes enfants, avant de donner la priorité à mes invités. C'est clair? C'est tout à fait normal. D'accord? Bien sûr, il y a une raison pour laquelle on le fait. Donc, alors, je répète. Ici, il n'y a pas cette règle-là. Ici, on donne la priorité aux objets locaux. Donc, l'auteur ici, c'est celui-là. Par contre, celui-ci, pour moi, ça doit être ça. Pour le désigner alors, je dois mettre 10 points. 10, c'est l'objet référence de l'objet courant. C'est l'objet à travers lequel je vais appeler le constructeur. C'est l'objet que je suis en train de construire. D'accord? Il est toujours désigné à l'intérieur de toute procédure par 10
10 points. Alors, je répète. Toute méthode membre d'une classe reçoit implicitement un paramètre de type la classe, qui n'est autre, si vous êtes dans le constructeur, qui n'est autre que l'objet que vous êtes en train de construire. C'est la référence sur l'objet que vous êtes en train de construire. Alors, si par exemple j'avais distingué en mettant ici H seulement, ben, j'aurais à écrire ici H. Et je pourrais ne plus écrire 10 points hauteur parce qu'il n'y a plus de risque d'ambiguïté. Je pourrais alors écrire comme ça. Allez, c'est plus simple. Voilà qu'il quand même un petit inconvénient, c'est que qui comprendra que H c'est la hauteur. Il faut quand même peut-être mettre un petit commentaire en disant que H c'est la valeur paramètre portant la valeur de la hauteur. Ou c'est le paramètre portant la valeur de la hauteur. Vaut mieux de le dire. Moi, je 10 hectares pour aller vers un objet, il n'a pas de problème. Pour aller vers un attribut, il n'a pas de problème. Alors, voilà, j'ai fait les constructeurs. Alors, je vais faire maintenant la méthode d'affichage. Méthode affichage. Elle dit qu'est-ce qu'il doit faire? C'est une méthode publique qui ne retourne rien. Il ne retourne rien. Il s'appelle afficher, qui va visualiser à l'écran. Il va visualiser quoi? Il va visualiser les étoiles, les différentes étoiles. Comment est-ce qu'on va faire l'écriture alors? Alors on a besoin d'une boucle parce qu'on a plusieurs lignes. D'accord? Donc je mets ici un int i. D'accord? Vous voyez, maintenant je suis arrivé à la fabrication du triangle. Parce que je veux visualiser. En passant par afficher, c'est pour visualiser. Visualiser quoi alors? Visualiser par exemple si la hauteur égale 3, je dois visualiser ce résultat. Vous voyez, il a l'air d'un triangle isocèle. Donc je dois écrire en 3 lignes. Le nombre de lignes n'est autre que h. Et bien, puisque j'ai la valeur de h, je vais faire alors une boucle for i égale 0 ou bien égale à 1. On a dit on pourrait numéroter à partir de 1. I inférieur ou égal à la hauteur. I plus plus. C'est pourquoi faire alors? Pour afficher à chaque fois une ligne et revenir à la ligne. Je pourrais le faire par system.out.print ln. Combien d'étoiles dois-je écrire là? 2i moins 1. 2i moins 1. Alors pour le faire, pour y écrire donc, pour faire un remplissage, je ferai encore une autre boucle. For int j égale 0 ou bien égal à 1, j inférieur ou égal à i, j plus plus. Je vais calculer une chaîne S par S plus une étoile. Je suis en train d'ajouter une étoile. À vrai dire, je dois l'ajouter combien de fois? 2i plus 1, 2i moins 1 fois. Donc je mettrai ici jusqu'à 2 fois i moins 1. Bien sûr, pour y arriver, il va falloir que je commence à la chaîne vide. Je veux calculer la ième ligne composée de 2i moins 1 étoile. Alors regardez la boucle de J, s'il vous plaît. Normalement, il a fait c'est ce que je suis en train de faire. La boucle I, c'est pour calculer les lignes. D'accord? Mais chaque ligne, elle est composée de plusieurs étoiles. Alors, la ligne E, elle est composée d'une seule étoile. C'est 2 fois 1 moins 1.
c'est-à-dire 2 moins 1. La ligne 2 est composée de 3 étoiles. Donc j'ai besoin de rajouter les étoiles les unes après les autres. C'est clair? Alors, donc, pour calculer la ligne, je le calcule dans la mémoire d'abord, avant d'afficher. Je mets une variable S que je commence au vide. C'est une chaîne qui ne contient rien. Et puis je commence à lui cumuler, à lui ajouter étoile après étoile. Combien? 2i moins 1. Sachant que J, il commence de 1 jusqu'à 2i moins 1. Et I, il a commencé à 1 jusqu'à la hauteur. C'est clair? Alors maintenant, une fois on sort de cette boucle, qu'est-ce qu'on fait? On affiche le S. ولكن غادي تلاحظوا بانه راه ما غاديش تعطي un bon résultat initialement. Oui? Oui? نعم؟ فين؟ Ah oui, on pourrait le retirer, oui, exact. Alors, mais attention ici, je dois déclarer le S, c'est un string. Un string. S est un string que je commence à la chaîne vide à chaque fois que je veux commencer une nouvelle ligne. Ça, c'est pour fixer les lignes. Mais regardez, la boucle for I, il contient cette action, il contient le for, il contient le système out.println. La boucle for. Parce que je dois refaire chaque fois que je recalcule une ligne d'étoile, je dois l'afficher. Donc, toutes les actions, ils sont sous la boucle for I. Je dois mettre alors les accolades. Parce que c'est un peu comme c'est une boucle for, il ne porte que par défaut sur la ligne qui suit. Si vous voulez qu'elle porte sur plusieurs lignes, vous devez alors englober l'ensemble de ces lignes par des accolades. Donc, je dois bien mettre, puisque toutes ces actions, cette action, plus celle-là, plus celle-ci, sont toutes sous la boucle for I, je dois alors mettre des accolades. Voilà qui est fait. Alors, mais, constatons bien, la boucle for J, celle-là, elle n'est composée que d'une seule action. Là, لأنه باقي يلاه كنكمل دوك لي زيتوال. هذا في الأول راه كاينه اس ما فيها والو. دونك خصني نخلي هذه تتسالي باش تعمر لي 2i plus 2i moins 1 étoiles. Pour donc fabriquer ces étoiles, on ne pourrait les fabriquer que l'une après l'autre. C'est clair? Donc il faut attendre de sortir de la boucle avant d'afficher system.out.println s. L'écriture là, il est bonne parce que la boucle for J, il n'est composé ou il ne tient que sur cette action. Celle-là, il faut attendre de sortir de la boucle J pour pouvoir afficher. C'est clair? Alors voilà, donc notre écriture, elle est celle-ci. Mais, est-ce qu'on va obtenir un bon résultat? La réponse est non. Pour quelle raison? Est-ce que vous avez constaté pour quelle raison? Ben regardez, ce que je vais obtenir, c'est un peu ça. Étoile, 3 étoiles, 5 étoiles, comme ça, et ainsi de suite. Donc, il va falloir que je décale pour avoir le triangle isocèle. Alors, isocèle, il est bien. Non, il n'est pas isocèle, mais c'est un triangle rectangle. Donc, si on veut afficher en isocèle, il faut bien créer des espaces, des espacements. Combien d'espacements dois-je créer? Il n'y a plus d'espace au niveau de la dernière ligne, H. Lorsque I égale à H, l'espace, c'est égal à 0. C'est donc, c'est H moins I, espace. H moins I, espace. Bon, peut-être plus ou moins 1. D'accord? Donc, il va falloir que je crée les espacements. Pour chaque I, que je crée les espacements. Je le ferai alors par une autre boucle. Ça, c'est pour créer les espacements du début de la ligne. C'est une autre boucle que je vais donc écrire comme ça. Int k égale 0 ou bien égale à 1. On a dit il faut que k, il faut qu'il arrive jusqu'à, donc je vais prendre un inclus et par la suite on pourrait rectifier.
jusqu'à la hauteur moins i. Qu'est-ce que donc ça va faire? Ça va faire S plus égale un espace. Regardez, ce n'est pas double cote sans rien mettre entre les deux, c'est plutôt un espace qu'il faut mettre entre les deux. C'est différent de ce qu'on a là. Donc pour chaque IM ligne, je commence par une chaîne bit. Je commence par placer les espaces du début, parce qu'on a des espaces à mettre au début. C'est un espace qui commence par la hauteur moins i, donc au fur et à mesure que i augmente, quand la hauteur devient égale, quand i devient égal à la hauteur, ici ça va être 0, donc on n'aura aucun espace. Et c'est ce qu'on a à la fin. Bon, on veut donc tester notre classe. Pour tester, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit ajouter une méthode de main. On l'a dit ici. Remarquez bien, on a dit la classe doit contenir la méthode main pour le test. Ben, c'est ce que je vais faire. Alors retenez bien comment est-ce qu'on formule main. Si vous voulez alors tester une classe au sein même de la classe. La méthode qui se trouve dans la classe pour tester la classe elle-même. Public, statique. La méthode affichée, mais statique. C'est une méthode qui est accessible par les objets. Là, c'est une méthode qui est exécutable. C'est la méthode principale. Il faut que ça soit statique. Même avant de créer des instances, on pourrait donc bénéficier de cette méthode. Static void, main. Jusque-là, c'est comme C. Il n'y a pas de différence avec C. Dans Dev C++, plutôt, on met au lieu de void, on met int. Dans Java, c'est plutôt void. Il faut que ça soit statique et public. Alors, vous pouvez l'écrire au début si vous voulez. C'est la même chose. Il n'y a pas de souci. Alors, souvent, puisque ça permet de tester la classe, on commence par écrire les constituants de la classe avant de finir par cette méthode. Alors, main, il faut qu'il reçoive un paramètre de type tableau de chaîne qu'il faut définir comme ça et qu'il faut nommer par args. Bon, on va créer des objets. C'est le deuxième concept qu'il faut savoir faire. C'est un peu très particulier. Dans la même classe, je dispose d'une méthode pour tester la classe elle-même. La méthode, il faut qu'il soit statique. D'ailleurs, quand on la statique. Alors, pour tester, c'est faire quoi alors? C'est créer des objets. Parce que la classe, c'est quoi sa raison d'être? C'est un plan selon lequel je construis des ailes. Donc, je veux bien construire ma première étoile, mon premier triangle isocèle. Je vais écrire étoile, la classe, ET1, maintenant l'étoile 1. Je vais abréger les noms de mes objets par ET pour dire étoile. Étoile 1. Ça ne crée pas d'étoile, ça crée la référence de l'objet. Pour créer l'objet, il faut que je mette égal new. Je pourrais le faire ici, égal new, et je fais appel au bon constructeur. Combien on a de constructeurs dans la classe? On a mis 2. Un constructeur sans paramètres. Donc je pourrais mettre égal new étoile. Comme ça. Je suis en train de construire selon le premier constructeur. Ça veut dire, je suis en train de fixer la hauteur de mon objet étoile 1. À quelle hauteur alors? À la hauteur que j'ai imposée moi-même. C'est la hauteur 2. Donc c'est une étoile qui serait composée de 2 lignes. Si je construis par défaut, c'est toujours une hauteur égale à 2. Si je veux construire à une hauteur différente, je vais construire par le deuxième. Je vais créer un autre objet, un deuxième objet. Regardez, je vais faire étoile ET2. Je reviens à la ligne et puis je mets ET2 égale new étoile 4 maintenant, ou 5. Alors,
je suis en train de faire les différentes variantes d'écriture. Vous pouvez alors, tout en déclarant, créer l'instance, comme vous pouvez déclarer sans créer l'instance et attendre pour créer l'instance. Donc, je fais les différents scénarios, comme ça vous comprenez toutes les écritures. Vous avez donc, c'est à vous de faire le bon choix. Si vous voulez créer l'instance dans la ligne qui fait la déclaration, allons-y. En tout cas, si on crée un objet étoile et qu'on ne crée pas d'instance, par défaut, il reçoit la valeur nulle. Il reçoit la valeur nulle. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'objet. Et par conséquent, vous ne pouvez pas, par exemple, solliciter la méthode affichée, parce que l'objet n'est pas encore construit. La hauteur égale à 2. Le dernier cas, la hauteur égale à 5. Comment? Exact. Exact. Donc, on a deux manières de construire. Sans paramètre, la hauteur serait par défaut égale à 2. Avec un paramètre, la hauteur, vous pouvez l'imposer à la valeur que vous voulez. Maintenant, je veux afficher, je veux visualiser. Alors, pour afficher, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ET1.afficher. Afficher n'a pas de paramètre. Ça va alors calculer les étoiles et les afficher. Comment? درنا la méthode affichée, هي اللي كسبناها. هي راه كاينه لداخل في la classe. Donc je peux bien l'appeler, mais c'est pas une méthode statique. Pour l'appeler, il faut créer un objet. Il faut créer un objet, ensuite vous appelez la méthode sur cet objet. On dit que l'objet il porte le message. ET1.affiché. Ça concerne alors l'affichage de quelle étoile? De l'étoile ET1. On dit que afficher est un message envoyé vers l'objet ET1. C'est ça le 10. C'est cet objet-là qui constitue le 10. كنفهموا دابا في هذيك ليكريتور ديالنا ET1 moins affiché. راه affiché غادي تاخذ واحد لا ريفيرونس سميتها 10 qui n'est pas que ET1. Alors, si je veux donc faire la même chose pour ET2, je ferai alors ET2.affiché. Si par exemple, je fais l'écriture suivante, ET1 reçoit ET2, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, j'ai bien le droit. Vous savez en fait qu'est-ce que j'ai créé avant de faire ça? Avant de faire ça, qu'est-ce que j'ai créé au niveau de la mémoire? Alors, c'est comme le schéma de la mémoire, comme ça vous comprenez un petit peu ce qu'on est en train de faire. Dans le mail, s'il vous plaît, on a créé une première référence qui s'appelle ET1, ensuite une deuxième référence qui s'appelle ET2. هذا l'écriture on a créé aussi l'instance. L'instance y est. Et on a fait un lien entre ET1 et cette instance. L'instance, qu'est-ce qu'il contient? Il contient essentiellement la hauteur. Et puisqu'on a construit par le constructeur par défaut, ça va contenir la valeur 2. Alors, ici, quand je suis là, quand j'arrive là, j'ai que la référence, je n'ai pas encore l'objet. Il va falloir que je descende à ce moment-là, au moment 3. 1, 2, 3. Le moment 3, c'est là où je vais créer un bloc qui est similaire à celui-là, mais c'est un autre bloc, avec une hauteur égale à 5, et je vais faire l'adresse ici. On dit que ET2 est une référence sur le bloc. ET1 est une référence sur le bloc. Maintenant, quand je descends au moment 4, qu'est-ce que je fais alors? Je sollicite la méthode affichée. Qu'est-ce qu'il fait la méthode affichée? Il calcule des lignes d'étoiles dans une boucle for i, en faisant varier i de 1 jusqu'à la hauteur. Et pour chaque i, il affiche alors la ligne. Donc il est en train de calculer, plutôt de calculer des lignes d'étoiles, et puis de les visualiser. C'est clair? Ça ne va rien modifier au niveau de la mémoire. Ça va juste visualiser quelque chose à l'écran. Maintenant, le fait d'écrire ET1 reçoit ET2. Je mets la dialogue. Ça copie, c'est comme si on dit copier la valeur ici. Parce que là on a une adresse, là on a une autre adresse.
Donc on demande de copier l'adresse ET2 dans l'adresse ET1. Et c'est comme si on demande de casser cette flèche et de la ramener ici. On a maintenant deux références vers le même bloc. Qu'est-ce qu'il va devenir? Celui-là, il va être récupéré par ce qu'on appelle le garbage collector. L'accord bédien de Java, il met un point de la mémoire. Il n'est pas pointé du doigt. Il va faire automatique. C'est clair? Elle dit c'est une qualité de Java. Java, il ne permet pas de laisser des trous mémoire. Si on est dans C, toute mémoire qui est créée par new, elle doit être détruite par delete. Sans quoi, c'est une mémoire qui va être gardée dans la mémoire sans toutefois qu'elle soit accessible. Et ça créera ce qu'on appelle un trou mémoire. Dans Java, il n'y a pas de trou mémoire parce qu'il y a justement ce programme qui s'appelle le garbage collector qui va récupérer toute mémoire non référencée. D'ailleurs, ici, il n'y a plus de référence puisque je suis en train d'écraser l'ancienne référence qui venait là et de la remplacer par la référence sur le deuxième bloc. Donc, on va voir que les deux, ils vont se comporter de la même façon. Si, par exemple, je demande d'afficher ET1, j'obtiendrai le même résultat que lorsque j'avais affiché ET2. C'est une démonstration pour montrer qu'effectivement, quand vous faites cette action, vous êtes en train de pointer sur le même objet. D'ailleurs, cette action et celle-là, ils vont donner le même résultat. Voilà, donc on a fait le test. C'est ça un peu le test, parce que c'est une classe composée d'une seule méthode. Alors maintenant, est-ce que je pourrais modifier la hauteur? Par exemple, est-ce que je pourrais venir là et écrire ET1, point hauteur, reçoit 7. Et après, je mets ET1, point affiché. Comment? Est-ce que ce changement est possible? En fait, parce qu'on a fait une méthode privée, on a fait un membre qui est privé. Regardez, la hauteur, quand on l'avait déclaré, il est privé, private. On n'a pas le droit de la modifier. On n'a pas le droit de la modifier. Alors, mais ici, en fait, la méthode dans laquelle on a modifié est une méthode membre de la classe. On verra est-ce qu'on a la possibilité de modifier les paramètres privés dans une classe ou pas. Quand on fait la modification dans une fonction membre de la classe. Alors, en tout cas, je vais le laisser et je vais compiler. Donc, je sauvegarde ce que je viens de faire. La dernière que j'ai fait. Ça nous permet de vérifier avec la visibilité private. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou pas? Maintenant, reste à voir. On va dire à voir si l'écriture est acceptée. C'est un commentaire. Je l'ai fait ici. Allons-y donc. On a tout écrit. Donc c'est une classe un peu simple dans laquelle on a une seule méthode, un seul attribut. La méthode est publique, l'attribut privé. Et on a deux constructeurs. Un constructeur avec 0 paramètre qui donne à la hauteur 2 et un autre constructeur avec un seul paramètre qui reçoit la valeur de la hauteur que nous souhaitons avoir. Allons-y donc. Je vais sauvegarder par CTRL S pour sauvegarder le changement. Vous mettez CTRL S tout simplement. Maintenant, je reviens à ma console d'exécution et je vais compiler. Alors, pour compiler, vous mettez Java C. Mais je vous conseille de mettre Java C, d'appuyer sur Entrée, à vide. Nous إلا كديروا شوية ديال l'électrotechnique راه كنقولوا faire tourner le moteur à vide. Faire tourner le moteur à vide. شنو faire tourner le moteur à vide? هو ملي كنديروا la voiture point mort. Le point mort. La voiture راه كتدور. خاوي داك الساعه كيدور دواء à vide. Faire tourner à vide. Faire exécuter cette commande à vide pour vérifier est-ce qu'on a bien Java. Les derrière de la méthode, de l'action, ça veut dire que la Java n'est pas bien installée.
Alors maintenant, je vais refaire en lui communiquant le fichier que je veux compiler. Le fichier s'appelle étoile.java. J'exécute. On a une erreur. On a oublié un point-virgule quelque part. Point-virgule attendu. Là, il me dit point-virgule attendu. À la ligne 19. Donc ici, là, point-virgule. On revient tout de suite le localiser. La ligne 19. La ligne 19. Ah oui. Ben, on n'a pas mis K++ ici, dans le for. Parce que le for, il y a trois expressions. On a oublié de mettre K++. Comme ici. J égale à 1, J inférieur à une condition, J++. Donc il y a trois parties dans le for. La partie, il initialise. Celle-là, il teste si on doit continuer ou pas. Et celle-ci, il incrémente, il fait bouger le compteur. Comparer les trois forts. Il y a trois expressions séparées par deux points-virgule. Donc c'est ça l'erreur. Je mets CTRL S et je reviens recompiler. Ben là, il le fait. Il est passé sans erreur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a produit un fichier .class. Donc si je mets dire, regardez, si je mets dire, je vois clairement qu'il y a deux fichiers. Il y a le étoile.java, c'est le code texte que j'avais écrit dans Sublime. Il y a le résultat de Java C. Quand on a fait Java C étoile.java, on a produit ce code-là. Ça, c'est du code binaire. Maintenant, je veux l'exécuter. Pour l'exécuter, il faudrait juste retirer l'extension et retirer le C. La même action. Vous allez appuyer sur touche de direction vers le haut pour rappeler les actions que vous avez déjà faites. Vous tapez Java, le nom de la classe. Ça va directement aller exécuter les actions qu'on a dans Mail. C'est-à-dire, ça va créer deux étoiles et il va les afficher. La première étoile avec 2 lignes, la deuxième étoile avec 5 lignes. Et juste après, on a copié la deuxième étoile dans la première étoile. Et on a demandé de l'afficher. Donc le deuxième affichage, il faut qu'il affiche 5 lignes encore. Ben, regardez, voici les deux étoiles, les deux premières étoiles. Le résultat, c'est le premier affichage. Ensuite, les 5 lignes. Ensuite, les 5 autres lignes, parce qu'on a demandé de copier ET2 dans ET1 et on a affiché. Et puis enfin, et là il accepte bien, les 7 lignes. Mais pour vous démontrer que ET1 et ET2, ils pointent sur le même bloc de classe, je pourrais revenir. Au lieu de, je vais changer la hauteur pour ET1, et je vais demander d'afficher ET2. L'ardomzien. Comme ces deux-là, ils pointent, ils représentent la même référence. Le fait alors de changer la hauteur de ET1 et demander d'afficher ET2, ça donne le même résultat. Parce que les deux, ils pointent sur le même bloc. Regardez, en fait, je vais sauvegarder, je vais recompiler. Quand il y a un changement, il faut recompiler. Ensuite, j'exécute. Et vous allez voir que le résultat est le même. Et donc, notre auteur, quoi qu'il est privé, on a pu y accéder par la méthode mail. Pour quelle raison, à votre avis? Parce que cette méthode, il est à l'intérieur de la classe. Donc, la règle, c'est que les méthodes d'une même classe ne se cachent rien mutuellement. Une méthode qui se trouve à l'intérieur de la classe a le droit d'accéder à tous les membres, même s'ils sont privés. C'est clair? Quand est-ce qu'on ne pourrait pas accéder à la hauteur? Si on avait fait la méthode mail dans une classe externe. Et c'est la solution que je vais vous donner juste après. Donc, récapitulons. Je reviens au code. Alors, regardez comment est-ce qu'on a construit notre classe. La première chose, donc, on a déclaré notre classe avec le nom, et on a déclaré les données de la classe. On les a pris comme privées. Ensuite, on a fait les constructeurs. C'est des méthodes qui vont nous permettre de construire des instances et de les initialiser. Notre instance, il n'a qu'une seule donnée.
Donc on devrait avoir deux types de constructeurs. Celui qui n'a aucun paramètre, et dans ce cas-là, c'est à nous de choisir la valeur que nous voulons donner à la hauteur. Et l'autre qui a un seul paramètre, et dans ce cas-là, c'est ce paramètre qui va servir à alimenter la hauteur. Ensuite, la méthode d'affichage. Puisque je vais afficher un triangle isocèle d'étoiles, on a fait un petit calcul d'étoiles. Notamment une première boucle for i, parce qu'on a plusieurs lignes d'étoiles. Donc le i, c'est pour calculer les différentes lignes. Pour calculer les étoiles, on a créé une variable de chaîne, une variable string, qu'on a commencé par le vide, et sur laquelle on a commencé par remplir les parties vides, les espacements, parce que pour faire un triangle isocèle, il faut faire des décalages par des espaces. On a déjà calculé le nombre d'espaces en fonction de i, c'est la hauteur moins i. Donc quand i égale à 1, c'est la hauteur moins 1. Et quand i égale à la hauteur, c'est déjà 0 étoile, parce que la dernière étoile, il faut qu'il soit au début. La première étoile de la dernière ligne, je veux dire. Ensuite, la boucle i qui calcule le nombre d'étoiles. Une fois donc on a tout calculé dans S, on ne fait que afficher S et revenir à la ligne. La méthode main est une méthode statique qui représente l'application de test et qui est à l'intérieur de la même classe. Et dans cette méthode-là, on a pu créer deux instances sur lesquelles on a pu exécuter afficher à plusieurs outils. L'enregistrement, et je vais revenir à Sublime. Les mains de Sublime, Notepad++. Les mains de Notepad++, Notepad. Oui. الله يهديك راه يلاه وانت دخلتي معطل وكتطلب مني تخرج عاوتاني حشومه شنو عندك زعما شنو هادشي اللي بغا يخليك تخرج كوميم عطيونا غير شويه ديال اي تنحيدوا من هاد كتعرفوا شي واحد اللي غارق راه حنا راه بريسك غارقين وكيبغي شي واحد يزيد الحساسيه ديالاش احمد ترجم راك تو تو بري ديال سميتو تو اوغ لا فنان. Alors, donc, j'ai créé un nouveau fichier. Pour créer un fichier dans Sublime, vous n'avez qu'à double-cliquer sur l'entête. L'entête, et vous mettez un double-clic. Ici, je fais un double-clic. Ça crée un nouveau fichier non titré. Le titre dialogue, c'est untitled. Il n'a pas de titre encore. Untitled. Alors, شنو قلنا اول حاجه غادي نمشيو نسوفغارديو باش نعطيو ليه l'extension .java لان en lui donnant l'extension .java je fais en sorte que l'éditeur reconnaît les écritures. D'accord? Je vais mettre CTRL S et je vais aller l'enregistrer dans le même dossier. C'est dans mon dossier que j'ai appelé TP ماشي هنا انا ندخل ديما لو دوسيي ديالي POO et TP2. Je vais enregistrer dans TP2. Je suis en train de le mettre dans la même classe que l'exercice ou que la classe étoile qu'on a déjà fait. Je lui donne son nom. Alors nombre, on a dit c'est le nom de la classe. Donc nombre.java. Ah oui. Je vais agrandir. Qui va vous permettre de mieux voir. Je vais mettre nombre, mais sans oublier de mettre l'extension Java. L'extension Java prend place. Qu'est-ce qu'on dit là? All files étoile.eto. Quand vous faites un type bien donné, un type comme C, on a .java, ils étaient .c. D'accord? Donc c'est un diman étoile.eto. Je valide. دابا صافي راه ما بقى محيدات داك نون تيتري شفتو دابا هو لو نون ديالو donc on commence à écrire. On a dit pour faire une classe il faut alors mettre classe. انا هذه ما نديرهاش بوبليك انا نقول لكم علاش لاحظوا مزيان حنت في l'exercice qu'est-ce qui est demandé au niveau de l'exercice
لاحظوا مزيان écrire une autre classe contenant la méthode main. دابا ديك la méthode qui va me permettre de tester هي l'application. Le main هو le programme exécutable. هذيك la classe qui doit contenir le main, c'est elle qui doit être publique. Donc je vais faire dans le même fichier deux classes. C'est la première fois que je vais le faire. Dans le même fichier, je vais créer deux classes. Voilà que parmi l'ensemble des classes contenues dans le même fichier, une seulement doit être publique. Et c'est celle-là qui peut porter la méthode main. Donc, voilà le deuxième. La deuxième classe, il y a la publique. L'oula, on dira non public. Donc, je vais l'écrire directement comme ça. Classe, nombre. J'agrandis. Alors, là, juste après, je ne vais pas tarder, je vais bien deux classes. Je vais mettre public, classe, on va dire c'est test. La classe qui va tester la première classe. Je ne veux plus mettre la méthode de test main, je ne veux plus la mettre dans la classe elle-même. Je veux faire la classe d'abord et ensuite le test après. Parce que c'est pas moi qui est censé toujours faire les tests. Moi, je suis censé créer les classes. Et ce sont les utilisateurs de la classe qui vont la tester, ou qui vont l'utiliser. Donc, quand même, on sépare entre l'usage et la création. Jusqu'à présent, on a fait une petite séparation, parce qu'on est en train toujours de mettre dans le même fichier. Par la suite, on ne va plus écrire dans le même fichier. C'est clair? Alors, j'appelle donc cette classe test du nombre. On se met test, tout court. Eh bien, c'est celle-là qui va porter la méthode main. Je vais alors déclarer la méthode main comme publique, comme ce qu'on a l'habitude de faire. Statique, void, main, accolade, string avec un S majuscule, crochet, arcs, accolade, accolade. Non. Voilà. Remarquez bien. Voilà donc les deux classes que je viens de faire. Alors donc, si je dois nommer cette classe, quel serait le nom? On a dit, je n'ai pas fait attention. Moi, j'ai commis une petite erreur. On a dit que le nom du fichier contenant plusieurs classes, ça doit être le nom de la classe publique. Donc, il va falloir que je le nomme test et non pas nombre.java. Donc, je vais rectifier, je vais donc mettre enregistré sous, juste pour corriger. Au lieu de le nommer nombre.java, je vais plutôt nommer test.java. Donc, le nom d'un fichier Java ou code Java doit être identique au nom de la classe publique. Puisque dans ce fichier, on ne pourrait avoir qu'une seule classe publique. Et on pourrait avoir n classes non publiques. C'est clair? Alors, je sauvegarde. Je vais encore mettre enregistré sous. باش نحيد داك الفيشير .nombre.java. هذا je vais le supprimer. انا رجعت لهنا باش نسوبريمي هذا الفيشير. C'est pas pour rien enregistrer. Donc j'ai plus de fichier nombre.java. J'ai un fichier qui s'appelle plutôt test.java. Oui. Bien sûr, pour renommer. Oui. Comme ça, vous imposez l'extension .java. Vous l'imposez vous-même. Et le type a changé. Non. Chauffe. Deux choses parmi, ou une chose parmi deux que vous devez faire. Quand vous mettez enregistré sous, il y a une main vous laissez, ou bien vous laissez comme ce que j'ai actuellement. .java. Donc ça, c'est pas la peine que j'explicite .java. Ou bien, vous mettez étoile et dans ce cas-là, vous devez faire le .java vous-même. Est-ce qu'on a un fichier qui s'appelle nombre.java? On l'a plus. Je l'ai déjà supprimé. On a par contre test.java. Alors, notre classe nombre, de quoi est-elle composée? On a dit d'un nombre. Et je vais prendre un nombre entier. Nombre.
je veux qu'il soit privé. Donc je vais mettre private. L'anadi, c'est une règle générale. Les attributs sont toujours privés, sauf exception. Sauf si on vous le dit. Sauf si on vous dit ne les prenez pas privés. Mais si on ne dit rien, il faut les mettre privés. Alors maintenant, les méthodes publiques. Je connais les méthodes que nous voulons faire. Deux, le constructeur et l'afficheur. Commençons par le constructeur. Nombre, le constructeur d'une classe, il faut qu'il porte le même nom que la classe. Et là, c'est un constructeur sans paramètres. Pourquoi? Là, on n'a pas de paramètres. Parce qu'on a une seule donnée. Et c'est une donnée que nous voulons calculer de façon aléatoire. Donc, je vais mettre ici random. RND, random. J'appelle l'objet comme ça. Ça, c'est la référence sur l'objet. Égale new random. Ça permet de faire, de créer une instance de la classe random. Un être générateur de nombres aléatoires. Je pourrais créer, par exemple, si on veut faire deux jeux, on veut faire un jeu, par exemple, pour désigner un gagnant aujourd'hui dans la classe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous distribuer des noms au hasard. C'est clair? Je vais vous distribuer des noms et je vais donc faire un petit programme qui va donc choisir par hasard. C'est comme si on va faire tourner un peu les différents nombres et on va tirer au hasard un nombre. Mais si j'ai par exemple deux gagnants à désigner, je dois créer deux jeux de nombres aléatoires. Je veux par exemple faire un gagnant pour par exemple l'assiduité et je veux faire un autre gagnant pour la pertinence des questions de la participation, par exemple, dans la classe. Et donc, ça fait deux gagnants. Ça peut être la même personne qui va gagner les deux. Parce que souvent, quand on est assidu, on est bien attentif et on pose les bonnes questions. Pas forcément, mais souvent, quand on est attentif, Alors, mais si on n'est pas assidu, on ne pourrait pas gagner le vote. Je pense. Alors, donc, je pourrais créer autant de générateurs de nombres aléatoires que je souhaite. Par exemple, ici, aujourd'hui, j'ai besoin d'un seul. C'est pourquoi donc on crée une instance. Si je veux tirer au hasard deux fois, je crée un premier nombre, un premier objet de nombre aléatoire, et je créerai un deuxième, si je veux. Égale new random. Là, je suis dans le contexte de créer deux tirages au sort. Mais comme aujourd'hui, je veux tirer au sort pour un seul nombre seulement, pour alimenter avec le nombre, eh ben, j'ai besoin que d'un seul nombre aléatoire. Comment est-ce que je vais créer un nombre aléatoire? Si je veux donc tirer un nombre entier, je n'ai qu'à mettre next int. Donnez-moi un prochain entier, tout simplement. On pourrait même dire entre quoi et quoi. Par exemple, si je mets un nombre entre 0 et 1000, je vais mettre next int entre 0 et 1000. Là, il va tirer au hasard un nombre entier compris entre 0 et 1000. C'est clair? Oui. C'est à quoi ça sert un nombre aléatoire? Qu'est-ce que je vais faire de ce nombre? Je vais le poser dans nom. Comme ça, à chaque fois que je crée une nouvelle instance du nombre, je le valorise par une valeur aléatoire. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Allons-y. Comment? Pour ne pas noter la chose. Bien, allons-y. Dites-moi le nom. Alors, la suite. Le rôle d'un constructeur, c'est quoi?
c'est de placer des valeurs dans les différents attributs. Ici, on a un seul attribut, c'est le nombre. Mais la valeur que nous voulons placer, c'est le système, c'est la machine qui va la calculer. C'est pourquoi on a fait un constructeur sans paramètres. Contrairement à ce qu'on avait fait pour le client. Alors maintenant, l'affichage, la méthode d'affichage. Je vais mettre public, void, afficher. S'il vous plaît, les méthodes, comment est-ce qu'on les nomme? Par des noms minuscules. Afficher. Il a besoin afficher le nombre. Le nombre comme ça. Comment est-ce qu'on doit nommer les méthodes? Le premier mot, tout en minuscule. Les autres mots qui vont venir, chaque première lettre en majuscule. Si je voulais appeler ma méthode afficher le nombre. Oui? Oui. Alors moi je vais garder juste afficher. Le nombre, je vous dis comment vous nommez si le nom est composé. Si le nom est composé en plusieurs mots. Là, Java alors, je mets les accolades et puis je vais commencer à afficher. Afficher, ça veut dire j'écris système. Système est une classe, donc S majuscule. Point out. Out est un attribut appartenant à la classe, mais c'est un attribut objet. C'est un attribut de type objet. Donc, il m'offre des méthodes. Comme par exemple la méthode print ln. Je veux afficher quoi? Je vais dire le nombre égale. Je précède le nombre par un petit texte. Le nombre égale. Et j'ajoute le nombre ici en mettant plus nombre. On a choisi d'afficher comme ça. D'accord? Je ne veux pas afficher la valeur toute seule. Tout à l'heure, on n'avait pas de problème parce qu'on dessinait un triangle avec des étoiles. Donc, tout le monde qui verrait la liste des étoiles, il comprendrait que c'est un triangle. Mais là, le fait d'afficher une valeur comme ça, quand même, il faut rappeler qu'il s'agit du nombre stocké dans l'objet. Bon, c'est tout. Donc, on a terminé notre classe. C'est pas demandé au niveau de l'exercice, mais on pourrait, par exemple, faire l'inverse, si vous voulez. Est-ce qu'on pourrait calculer l'inverse? Oui, on pourrait faire une méthode qui calcule l'inverse du nombre. Calculer une méthode qui calcule l'inverse. L'inverse, bien sûr, ça doit être un double. L'inverse d'un entier n'est pas un entier. D'accord? Et je vais dire inverser. Inverser. Il n'est pas demandé au niveau de l'exercice, mais je suis en train de l'ajouter juste pour ajouter une autre méthode. Inverser. Attention, l'inverse peut ne pas réussir. L'inverse. Si notamment la valeur est nulle. Je ne pourrai pas calculer l'inverse d'un nombre nul. Je vais donc dire double x ou directement retourner, return, retourner, insert sur nombre. Mais attention, l'écriture ça va toujours calculer un entier. Ça ne va pas faire la division réelle. Donc il va falloir que je transforme au moins l'un des deux en un double. La machine float, là on retourne un double. Donc on met directement là un point 0. Avec la première, le numérateur, puisque c'est une constante, je lui donne la notation d'un double. C'est un double. Si vous voulez le noter comme un float, vous ajoutez f. C'est un float. Donc je reprends ça, puisque le premier membre est un double, même si l'autre n'est pas un double, il va le convertir en un double. Et par conséquent, il va faire la division réelle dans le type double. Il va retourner alors une donnée de type double. Mais je n'ai pas encore levé l'exception. Je n'ai pas encore testé si on ne pourrait pas calculer. Vous vous souvenez, en fait, on a dit que pour lever une exception, il faut faire un try catch. Try catch. Alors, on pourrait faire comme ça. True, exception. Faire propager à celui qui va appeler une exception. Je ne veux pas faire ici le bloc try catch. Je veux donc faire le test
Et si jamais on ne pourrait pas calculer, je génère une erreur. Et c'est à l'utilisateur, c'est à main d'intercepter l'erreur. Ça, c'est une propagation d'un problème. Ça veut dire, moi, quand je détecte, moi, par exemple, je suis un sous-traitant, je suis un ouvrier de quelqu'un. Je travaille pour le compte de quelqu'un. Mais avec le quelqu'un, il me dit, c'est pas à toi de réagir. Quand tu as un problème, tu m'appelles. C'est clair? Donc, try catch, ça veut dire que c'est moi qui suis en train de traiter le problème. Ici, en fait, pour dire que c'est pas moi qui va traiter le problème, mais je le délègue. Je le transmets à celui qui m'a chargé de faire le travail. Pour le faire, il faut juste mettre un throws exception. C'est comme si je lui dis, restez à l'écoute d'un problème. Si jamais tu as la situation, la condition provoquant le problème, tu génères l'erreur. Et ce n'est pas toi qui vas la gérer, c'est celui qui va t'appeler qui va la gérer. Regardez, en fait, pour générer l'erreur, je fais comme ça. If nombre égale 0, je sais d'avance que je ne peux pas calculer. Eh bien, je vais mettre throw new exception. Et je vais dire problème de division par 0. Alors, l'ouvrier, il ne fait que mentionner le problème. Mais ce n'est pas lui qui va l'intercepter, ce n'est pas lui qui va le régler. Alors, donc, remarquons bien, quand on a une méthode susceptible, pour faire son travail, il est susceptible de rencontrer un problème. Quand on a une méthode qui, pour faire son travail, il a détecté un risque de problème. Qu'est-ce qu'il fait? Il a deux façons de faire. Soit il met elle-même le try catch, il est en train de traiter le problème, de détecter le problème et de le traiter elle-même. Ou bien, il a une deuxième solution. Il détecte le problème mais il ne le traite pas. Il le fait propager vers l'appelant, vers celui qui va faire appel à la méthode. Et bien sûr, là, quand est-ce qu'on va faire appel à cette méthode? C'est ici. C'est celui-là qui est censé, qui devient obligé de traiter le problème. Donc souvent, c'est ce qu'on fait. Je pourrais lui donner l'habilitation de gérer les problèmes lui-même. Alors, sinon, je pourrais donc traiter moi-même le problème. Mais souvent, un ouvrier n'est pas habilité à traiter les problèmes. Il va donc toujours faire appel à celui qui l'a chargé de faire le travail. C'est clair? Ça va se terminer quand on fera le mail. Là, vous allez voir un peu pourquoi on a fait le throws et throw. Throw, c'est en fait le verbe générer. Throw, ça veut dire générer une nouvelle exception. On a même commenté l'expression, le problème. On a dit que c'est un risque de division par 0. Parce que je sais d'avance que je vais diviser par le nombre, alors qu'il est égal à 0. C'est clair? C'est pas la peine de mettre un else. If else. Parce qu'en mettant le throw, on intercepte le travail. C'est comme si on s'abstient de continuer le travail. C'est normal, parce que j'ai trouvé que je ne pourrais pas continuer le travail. C'est comme si quelqu'un me dit, vous allez, je ne sais pas, quelque chose qui est un peu fort, vous allez, par exemple, créer un trou dans le mur. En commençant à le faire, je trouve un pilier. Je ne pourrais pas le faire alors. Je dois quand même soit que je prends moi-même l'initiative de déplacer le pilier, peut-être, soit que je dois quand même appeler mon maître pour lui dire, ce que vous m'avez demandé de faire, je ne pourrais pas le faire. Et donc, c'est à lui de décider c'est quoi la suite. C'est clair? Ici, on est dans le deuxième scénario. Alors, voilà. Maintenant que tout est programmé, je vais donc tester. Alors, comment je vais tester? Je vais créer une nouvelle instance. Je vais mettre nombre NA.
C'est mon premier nombre. Alors, mais là, je n'ai créé que la référence. Attention, donc dans Java, pour créer une instance, il faut toujours faire appel au constructeur. Il faut toujours mettre égal new constructeur. Si vous mettez nombre N1, vous êtes en train de créer que l'endroit qui va porter l'adresse de l'objet qui n'est pas encore créé. Il faut alors mettre le new. Et vous avez deux façons. Soit que vous le faites dans la même ligne, en écrivant égal new, et vous appelez le bon constructeur. Ici, on n'a qu'un seul. Donc, il y a une seule possibilité de construction. C'est d'appeler le constructeur sans paramètres, en écrivant comme ça. C'est la seule façon de construire. Et construire veut dire quoi? Veut dire créer l'espace pour l'objet qu'on est en train de créer et donner une valeur à l'information qui constitue l'attribut de l'objet. C'est-à-dire au nombre en minuscule. Ce nombre qu'on a défini en minuscule. L'information privée. Le private int nombre. Qu'est-ce qui va valoriser cet attribut? C'est le random. Random next int. Et on tire au hasard un nombre. Alors maintenant, si je veux voir c'est quoi ce nombre, je n'ai qu'à afficher. Je pourrais alors mettre n1.afficher. Et si je veux afficher, si je veux calculer l'inverse, je suis censé mettre un try catch. Essaye de faire. Pourquoi? Pourquoi je dois faire essayer? Parce que je sais que cet inverse ne peut se faire ou peut se faire avec une exception. Comment? Afficher. Ça y est. Alors, je dois afficher ça sans faire le try catch. Essaye de faire, sinon attraper une exception. Parce que pour l'affichage, il n'y a pas de risque. Mais pour calculer l'inverse, il y a un risque de calcul. Comment je le comprends? Je le comprends par la formule. Et par ça. C'est clair? Donc, si je veux faire appel à l'inverse, même si je ne sais pas a priori est-ce qu'on a un 0 ou pas, je dois mettre l'action dans un try catch. Oui? Oui. Et bien, si on a un 0, on ne peut pas calculer l'inverse. Et puis, puisque moi, je ne pourrais pas le savoir, a priori, qui va valoriser? C'est le random. Avec la valorisation, il serait complètement aléatoire. C'est la machine qui va le faire. Donc, je ne peux pas savoir est-ce que la machine va mettre un 0 ou pas. En tout cas, je sais que le risque, elle est là. Et par conséquent, donc, si je veux appeler l'inverse, il faudrait que je place l'appel dans un try catch. كنفهم بان هذاك la valorisation aléatoire راه طاح في الزاويه. On peut écrire le même message. Ça dépend. دابا هنا كنناقشوا كيفاش غادي شنو هي لا ديسيزيون. لا ديسيزيون ما كايناش كل واحد يبغى ديسيدي كوم احنا on va y arriver. On va écrire essaye, try, catch. هذه c'est une formule qu'il faut recevoir comme ça. Il faut toujours apprendre à écrire comme ça. Try, catch. Alors, catch, ça veut dire quoi? Ça veut dire attraper, intercepter l'erreur. Mais l'erreur, elle est de quel type? De type exception. L'exception est une nouvelle classe. Un Zidane, exception. C'est une classe qui constitue la notion d'erreur. Toute erreur est une exception. Toute erreur provoquée lors de l'exécution constitue une exception. C'est clair? Donc, c'est une classe qui reflète la notion d'erreur. Donc, je vais mettre catch une exception. Je pourrais appeler mon exception par EX, par exemple, ou bien par R. Et je vais donc traiter l'erreur en la traitant, par exemple, par un système.out.println. Si je ne veux afficher que le message qui a été défini par le concepteur qui a détecté l'erreur, je vais alors juste écrire ex.getMessage. GetMessage. Donnez-moi le message. Et le message qu'il a défini, c'est celui qui a trouvé l'erreur. Celui qui a détecté l'erreur.
il a proposé un message d'erreur. Si je veux le reconduire, je n'ai qu'à mettre l'erreur ou un get message. Un get message, il n'y a pas classe exception. Mais ce n'est pas moi qui a programmé la classe exception. Bon, comme d'ailleurs println. Si out, il a la méthode println. Toute exception de type, tout objet de type exception, il a une méthode qui s'appelle get message. Ce n'est que la phrase que j'ai proposée ici. Mais si je veux rajouter mon propre message à moi, je pourrais le faire. Par exemple, on pourrait dire tant pis, c'est pas la peine de calculer l'inverse. Tant pis, c'est pas très gentil. Je vais dire bon, c'est pas grave. Pour cette fois. C'est pas grave pour cette fois-ci. Je sais que la prochaine fois, on va tirer peut-être, la prochaine fois qu'on va retirer, on va tirer un nombre qui est non nul. Ici, on va dire, bon, on n'a pas de chance. On n'avait pas de chance parce qu'on a tiré une valeur aléatoire et par mauvaise chance, on a tiré une valeur 0 pour laquelle on ne peut pas calculer l'inverse. Si maintenant, on ne passe pas là, c'est qu'on n'a pas tiré un 0. Donc, je pourrais bien afficher l'inverse. Je vais dire system.out.println, l'inverse est plus, et je fais appel à l'inverse, n1.inversé. Inversé. Est-ce que je l'ai écrit correctement? Inversé. En double-cliquant dessus, oui, il sélectionne l'autre, donc ça marche. Alors, là, je suis en train d'appeler la méthode inversée. L'appel peut provoquer un problème. Parce que quand est-ce que je peux calculer l'inverse? Quand le nombre n'est pas nul. Et c'est pourquoi donc, puisque je sais qu'il y a un risque, j'avais placé cet appel dans le bloc try, essaye. Et si jamais ça ne marche pas, intercepter alors l'erreur, c'est ce qu'on a levé ici. Intercepter l'erreur qui a été soulevée là, il faut l'intercepter dans l'objet R, et écrire alors R point. C'est R point, c'est pas EX. Parce que j'ai appelé l'exception, je l'ai appelé ER. Donc je mets ici R. Donc, j'affiche le message qui a été défini par celui qui a détecté l'erreur, et je pourrais rajouter mon propre commentaire. Le commentaire que j'ai donné, c'est que, bon, c'est pas grave, j'ai pas de chance cette fois-ci, je verrai pour la prochaine fois. Parce qu'en tout cas, ça ne dépend pas de moi, ça dépend que de la machine qui va tirer au hasard un nombre aléatoire. Et si vous voulez en être sûr, on n'a qu'à afficher le nombre pour voir qu'il contient un 0. S'il contient un 0, forcément, on va avoir ces messages. C'est clair? Allons-y. On peut exécuter maintenant. Relisons pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur. Classe, nombre, private, public, random, nombre, random. En fait, il y a un petit problème, c'est que random, il ne fait pas partie du package général. Parce que Java, il est livré avec un ensemble de packages. Alors, random, il est dans le package utile. Il est dans le package utile. Alors, les classes Java, l'API Java, c'est un ensemble de classes. Par exemple, système, il est dans un package qui est inclus par défaut. Mais random, il est dans un domaine qui s'appelle utile. Dans un package qui s'appelle utile. Et le package utile lui-même est dans un package qui s'appelle Java. Pour pouvoir utiliser random, il faut que j'importe la classe. Il faut que je mette import
java.util.random. Donc les includes de C. C'est un peu similaire aux includes de C. C, il a un ensemble de fonctions définies dans des fichiers. Pour pouvoir utiliser ces fonctions, il faut les includes. La même chose pour Java. Vous allez me dire, et pourquoi on a travaillé avec système sans faire d'inclusion? Parce que système, il fait partie d'un package qui est implicitement inclus. On n'a pas besoin de l'expliciter à chaque fois. Alors random, en tout cas, je vais vérifier. Pour vérifier, si vous avez une connexion Internet, vous pouvez tout de suite le faire. Regardez, je vais donc vous envoyer vers... remarquez bien, je vais aller ici, je vais dire Java classe random. Je suis en train de chercher la classe random donnée par Java. غتمشيو ديما لهاد جافا بلاتفورم اكسترا غتلقاو ديما دوكس اوراكل تما فين تمشيو هذا سي لو ريفيرونسيال ديال جافا. Alors qu'est-ce qu'il est en train de me dire? Random est une classe qui fait partie لاحظوا مزيان نقراو هنايا lisez bien. La classe Java, il fait partie de Java utile. C'est clair? Java utile est un package. Utile est un package qui se trouve dans un grand package. Et quand on dit package, ça veut dire un emballage. Un emballage. Donc on a un grand emballage qui s'appelle Java. Et si on ouvre ce grand emballage, on trouverait des sous-emballages à l'intérieur. Utile est un sous-package qui se trouve à l'intérieur du package Java. Ah là, c'est... On t'a permis de rentrer. Alors, random, il est dans cette hiérarchie. S'il vous plaît, il est dans cette hiérarchie. Donc, pour pouvoir s'en servir, il faut mettre un import java.util.random. Alors, dans le même cadre, si je reviens et je mets système, la classe système. باش نقول لكم علاش بالنسبه للسيستم ما كنديروش داك ليمبورت. Alors, لاحظوا مزيان السيستم فين كاينه في java.lang. هاد لو باكيج اللي سميتو lang, justement là c'est un peu le langage. C'est les éléments indissociables du langage. Toutes les classes faisant partie de ce package, on n'a pas besoin de faire l'import. Vous pouvez bien faire import java.lang.system, mais même si on ne l'a pas fait, vous avez bien vu que ça a marché pour nous. Donc, si vous voulez apprendre toutes les classes, il y a beaucoup de classes. Next class, previous class, all classes. Si vous voulez voir toutes les classes, et ça descend. Il y a beaucoup de classes. Il y a beaucoup de classes. هادو هما les classes prédéfinies. راه تلقاو حتى les classes qui gèrent la communication à travers internet. Le langage que vous êtes en train d'apprendre là, ça vous permet de faire beaucoup de choses. Ça n'a rien à voir avec C. C'est la rapidité, c'est l'efficacité, mais c'est la performance.
Ça permet de faire un programme qui fait communiquer deux machines, qui pourrait aller chercher une information depuis un ordinateur dans l'autre bout du monde, à travers le réseau Internet. Nefché. Python aussi, ça fait partie des langages les plus performants. Java, il a beaucoup de recul par rapport à Python. Python, souvent pour le traitement de données, pour l'analyse de données. Là, mais on ne pourrait pas dire ça. Je ne pourrais pas dire que Java est mieux que C, ou bien que Java est mieux que Python. Non. On ne dit pas. Python, il est souvent fait pour la gestion des données, pour l'analyse de données. Les statistiques. Les statisticiens, ils utilisent plus Python que Java. Est-ce que vous avez compris comment vous pouvez apprendre plus de classes? N'importe quelle classe. Maintenant, il fait partie de quel package? Je le package Java X, mais Java, .xml, .crypto. Donc, je connais que crypto. Ça a un rapport avec quoi? Le crypto. La cryptographie, c'est une science. La cryptologie. La philosophie. La cryptologie. C'est une science. Si vous voulez crypter des messages pour les données qui sont confidentielles, pour envoyer des données confidentielles, le numéro d'identité bancaire. Lorsque vous faites un paiement par carte bancaire, avec les données que vous envoyez, ils sont tout de suite cryptés. Donc, ça peut vous donner des... C'est une science. Non, je ne pourrais pas vous le dire en une phrase. C'est une science. Le cryptage, c'est bruiter les données. C'est appliquer une transformation. Appliquer une transformation réversible. Appliquer une transformation sur les données claires qui soit réversible, mais qui, pour faire l'inverse, pour retrouver ces données claires, on a besoin d'un système de calcul puissant. Comme par exemple appliquer une transformée de Fourier. Je ne sais pas si vous avez vu les transformées de Fourier. Vous pouvez donc bien chiffrer en se basant sur les transformées de Fourier. Le transformé de Fourier, c'est une infinité de termes. Moi, je n'ai une infinité de termes. Ça veut dire que tu as besoin d'une machine, 1 milliard de termes, pour calculer une machine qui calcule 1 milliard de termes. Donc, une machine robuste. C'est clair? Alors, allons-y, on va aller faire le test. Faisons donc le test. Donc, je vais sauvegarder par CTRL S. La ligne 5. Tu as vu qu'il y a une erreur dans la ligne 5? Allez. Rand. Il n'y a pas d'erreur. Salam alaikum. Oui. Tfadal. Alors, donc, je vais compiler. Je compile ici. Alors, pour compiler, on a déjà vu comment le faire. Là, si je mets ici dire, quels sont les points Java qu'on a? Combien on a de points Java? 2. On a l'hydronagbila, il y a l'exercice 1, étoile point Java, et on a test du point Java. Alors, vous allez constater une chose, quand je vais compiler, il va donner 2 points classe. 2 fichiers points classe. Pourquoi? Parce que le fichier contient 2 classes. Il va donner alors nom.classe et test.classe. Là, je vais le faire. Je vais lui dire Java C test.java. Je suis en train de compiler un fichier source. Je compile. Alors, la compilation, il passe. Si je mets dire combien de fichiers classe on va trouver,
Il y a point classe, nombre, point classe, il y a test, point classe. Donc, ça nous démontre que dans le même fichier, je pourrais faire autant de classes que je veux. Mais parmi ces classes, une seulement doit être publique. C'est celle-là qui pourrait porter la méthode main. Les autres, ils ne pourront pas le faire. Et c'est cette classe qui porte la méthode main qui constitue l'application. Donc, si vous voulez lancer, il faut lancer test. Il faut lancer cette classe qui contient la méthode main. Donc, je vais la lancer en mettant Java test. Qu'est-ce que ça va faire alors? Ça va créer un objet qu'on a appelé nombre 1. Ça va valoriser sa valeur par une valeur aléatoire et ça va l'afficher. Ensuite, ça va calculer son inverse si cela est possible. Sinon, il va afficher le message d'erreur. Là, il a bien calculé. Il m'a dit que le nombre, c'est 176 et la valeur, c'est celle-là. Ça marche? Alors, donc on a pu inverser. Là, on a aussi calculé une deuxième fois. Regardez, à chaque fois, on tire au hasard un nombre. Je refais un autre nombre. Je refais. Bon, il faut continuer à faire. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va tomber dans 0. C'est pourquoi j'ai mis le message. Bon, c'est pas grave. Cette fois-ci, j'ai pas de chance. Je vais reprendre la prochaine. Parce que celui qui décide du nombre, c'est pas moi. C'est la machine. Donc, si je veux le juger, je n'ai qu'à dire, bon, la machine, cette fois-ci, ne m'a pas... C'est comme si on dit, ben, si on tire au hasard 0, personne ne gagne. Avec 0, il faut faire le jeu. Et quand ça les jeux qui disent, il faut des numéros là, il y a qui tirent au hasard. Si on tire maintenant deux numéros donnés, personne ne gagne. Avec la case interdite. Je me rappelle que tu choisis une image, ou me l'écarte ça l'image. Il a fait le symbole interdit, tu n'as rien gagné. Et on pourrait bien décider de d'autres nombres. Peut-être chaque fois qu'on tire un nombre multiple de x, on ne va pas gagner. En tout cas, on pourrait, grâce à la méthode, à la classe random, on pourrait mettre en place un jeu. On a corrigé le deuxième exercice. Alors, mais j'aimerais bien refaire un peu ce que j'avais fait là. Avec le premier exercice, j'ai tenté de modifier la hauteur dans la méthode main. Et ça a marché. Alors, essayons de le faire pour le nombre. Et regardons si ça va marcher. Par exemple, essayons d'écrire ici n1.nombre égale 0. Je veux forcer la valeur 0 dans le nombre. Mais est-ce que cette écriture va fonctionner comme ce qu'on avait fait pour la hauteur tout à l'heure? Là, toute la méthode main. Je reviens à l'autre méthode. Celle-là. Celle-ci. Là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire là sur la hauteur? J'ai décidé de changer la hauteur à l'intérieur de la méthode main. Ça a bien marché pour nous. Vous avez vu, à la fin, on a affiché un triangle avec 7 lignes. Quoique la hauteur est privée. Regardez, la hauteur, il a été déclaré private. Pourquoi ça a marché ici? Parce que la méthode main est une méthode membre de la classe. Et quand on est à l'intérieur de la classe, on a le droit d'accéder à tout, même s'ils sont privés. Est-ce que cela reste toujours vrai ici? Bon, la réponse, vous devez la donner juste par déduction. Non, la réponse est non. Pourquoi? Parce que notre nombre, il est bien privé comme pour la hauteur. Par contre, la méthode main, il ne fait plus partie de la même classe. Il est dans une autre classe. Et donc, c'est comme si on n'est plus membre de la classe. On ne voit plus ce qui est privé. Donc, cette écriture, ça doit générer une erreur. Regardez, on va compiler pour voir. Regardons, on refait la compilation. Et là, il me dit, regardez bien, il me dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Parce que le nombre est privé. Donc, est-ce que vous avez compris quand est-ce qu'on pourrait accéder à un membre privé? Seulement si on est dans une méthode faisant partie de la classe qui contient le membre privé. Et la règle est la suivante, c'est une règle générale. Tous les membres faisant partie de la même classe ne se cachent mutuellement rien. On a la classe, c'est comme si on réglemente comme ça, on ne cache rien les uns aux autres. C'est clair? Mais quand on est à l'extérieur,
Ben, chacun il a ses propres données qu'on cache quand ils sont privés, on les cache. On n'est pas censé les montrer à l'autre. On ne montre que ce qui est public. Voilà donc pour les deux premiers exercices. J'espère que vous avez retenu un peu l'essentiel de la notion de classe et d'objet. Alors, si vous pouvez faire les deux autres exercices, vous le faites. D'accord? Vous-même. Vous essayez, vous tentez de le faire. Vous avez les films si vous voulez les avoir, donc je donne toujours une copie à vos camarades. Vous essayez d'en avoir une copie et vous pouvez donc refaire un peu les défis qu'on est en train de faire. Parce que c'est ça le moyen qui vous permet d'avancer. عندنا deux choses باش نلونسي جافا راه دوبل بات البات ديال ويندوز دونك هو اللي عرف لي فين هاد المزيان وباش نكومبيلي واحد الشيء خصني نمشي للدوسي اللي هو كاين فيه دونك جو الحويجات خصني نجمعهم هذا الحوايج انا ما عرفهمش في المال باش تكتب ما عرفتش انت تكتب جافا سي تكتب مثلا الا كان عندك واحد لو شومان تكتب لو شومان حتى توصل جافا سي عاد تكتب عاوتاني لو شومان تيست بوان جافا سينو غادي تدخل ليونيكس في انترنت وقلب على لي كوموند ديال الكونسول غتلقى comment tu peux changer de dossier هذيك السي دي اللي كندير انا في ويندوز غتلقى ليكيفالون ديالها وغتلقى عاوتاني لي فاريابل environnement comment tu peux faire appel à un outil directement غتقلب لي كوموند ديال لينكس انا je ne suis pas un linuxien je le fais par moment et je le fais juste quand j'en ai besoin et j'oublie ce que je fais c'est un apprentissage si vous le faites une seule fois par année ça c'est jamais suffisant. Donc il faut peut-être l'utiliser régulièrement pour maintenir un peu sur la mémoire. Plus pratique mais حنا عندنا عاوتاني ويندوز سيطرات علينا شويه لان ويندوز ملي كنشريو لي بيسي كنشريوها رخاص وليفري افيك ان ويندوز ورخيص ملي كتبغي تشري الماك كتخلص من البري تو الموند دو با فير دونك راه تما بحال خصك عليك تخلص باش تخدم لينكس تخلص من الماتيريال تخلص من اللوجيسيال c'est le graphique le matériel les chaînes le matériel c'est pas الفيرتواليزاسيون ولكن انا كما قلت لكم ما كنستعملوش ديما الا مشيت لهنا انتم غتلاحظوا بان كاينه كلاوديرا هاد كلاوديرا راه سي اون ديستريبيسيون لينكس ريد هات 6 ولا دونك جو لو لونس غادي تكون عندي لينكس سور ما ماشين سي كلير ولكن توجور سور ان بي سي كي كوت موان شير كان ماك ولكن en passant par la virtualisation هاي شتي لا ديستريبيسيون او اس هنا si on agrandit غتشوفوا الاو اس سي ريد هات انتربرايز لينكس اكسيتيرا ولكن انا كنخدم به مره في العام ملي كنمشي ندير الكور في هاد مره في العام دابا سي جو لو في دون البروميير سيمستر جي ديجا اوبليي تو ça me prend واحد 8 heures de travail باش نادابطا مع لي كونوب ديال لينكس
داكشي باش l'informaticien il est comme un il est appelé à travailler à parler plusieurs langues et plusieurs outils qui changent. Et donc, si on ne fait pas les mises à jour à chaque fois, on est dépassé. Ah, exact, exactement. Voilà, très bien. Donc, on va arrêter à ce niveau-là. Je fais l'appel et on arrête. Excusez-moi, je vais venir vous voir, parce que vous m'avez appelé tout à l'heure. J'ai oublié complètement. On est 20, il y a 2, ça fait 22 sur 33. Ça fait 11 absents. 11 absents. Agnon? Agnon. Anida? Sophie? Oui. Oui. Azam? Baba? Béni? Mahmoudi? Ouled? Drissi? Drissi. أنا كان بريزون il était là. يلا مشى. Drissi. أنا بريزون. Drissi. Mani. Mani. Gamali. Gouish. Gouish absent. Gnash. Grenade. Alors, Dérouge. Dodi. ديروا عقلكم نهار ما تلقاو ما ديروا به، نهار ما تلقاو ما يبقى عندكم ما ديروا به.
هاد الناس هادو اللي ما عرفتش الا الواحد تيدير 40 طون عادي يديرها.